Magazine vous est proposé par le groupe NCA Assurance et Banque. Les archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Tous les événements que nous venons de vivre, qui nous servent de leçon pour rester unis, malgré les différents partis auxquels nous appartenons, malgré les différentes régions où nous sommes nés, malgré les ethnies auxquelles nous appartenons, nous sommes tous rwandais et au même niveau. Et de la même façon, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Cet appel à la paix, lancé quelques jours seulement avant son ultime départ pour la Tanzanie, n'a visiblement pas été entendu. De retour du sommet auquel il s'était rendu avec son homologue burundais Cyprien Ntaryamira, son avion a été abattu par des missiles au moment de son atterrissage à Kigali. Son aéronef, avec sa dépouille à bord, est tombé dans le jardin même de sa résidence. Un attentat qui a aussitôt exacerbé les tensions ethniques qui régnaient depuis plusieurs mois déjà. Ce soir même, les violences ont commencé. Alors que les médias et les différentes forces internationales basées à Kigali s'interrogeaient sur l'auteur de ces crimes et regardaient essentiellement du côté des extrémistes Hutus, les tueries se sont multipliées, sans discernement, avec pour principale cible les Tutsis. La radio des Mille Collines, l'un des médias de la haine, distille déjà les ordres, les plans pour exterminer ceux qu'elle considère comme les responsables de cette tragédie. Que les pères sachent qu'il répondra devant le peuple et l'histoire de cette jeunesse qui ne cesse de faire décimer. Que le FPR entende bien, devant l'histoire du monde, devant l'histoire et devant le peuple. Un jour, il devra expliquer devant le peuple et l'humanité entière comment ces enfants du pays, ils les ont précipités dans la mort. Ils les ont précipités dans la mort. Un jour, ils l'expliqueront, oui. Routaremara, si tu m'écoutes, tu leur diras, c'est comme ça en temps de guerre. Le sang se verse, mais après il ne se ramasse plus. Le sang se verse et on ne ramasse plus. On en aura des nouvelles de tout ça. Nous sommes le soir même de l'attentat contre l'avion qui a coûté la vie au président, le 6 avril 1994. Et déjà, les violences ont fait de nombreuses victimes. Mais chose curieuse, personne n'a encore pris le pouvoir. Et tout le monde dans les cercles politiques et militaires semble désemparé, surpris. Suite aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique spéciale Juvenal Habyarimana. Ce soir du 6 avril 1994, toute la machine militaire tant nationale que des forces de la MINUAR, la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, semble totalement perturbée et personne ne sait trop comment agir devant cette déferlante de violence qui s'exprime partout dans le pays. On tue sans discernement. Et ces violences vont aller en s'amplifiant. Un médecin français évoque l'horreur. Il y a eu des combats très très violents qui ont duré plus de 24 heures. La situation est catastrophique, puisque ça, ce sont les infirmières qui me l'ont dit. Les cadavres affluent. Vous savez, ici, quand on massacre, il y a en général très peu de rescapés, La méthode rwandaise est des plus efficaces, ce qui est sûr, c'est que depuis donc mercredi soir, c'est l'enfer ici parce qu'on n'arrête pas d'avoir un peu de coups de fil venant des quartiers de Tutsis qu'on connaît ou de gens qu'on connaît qui disent encore un de moins de gens qu'on connaît. Cet attentat a manifestement désorienté la chaîne de commandement. Il a déclenché également la violence qui se manifestait de façon moins ordonnée et moins systématique jusque-là, même celle de la MINUAR, la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda. Colonel Luc Marshall, commandant du secteur Kigali à la MINUAR. Mais ce qui se passe, c'est que dans pareille situation où la situation s'oriente petit à petit vers le chaos, nous faisons ce qu'on appelle en termes militaires la conduite de la bataille. C'est-à-dire que l'on doit parer au plus pressé. Bon, je vous signale qu'au moment où
La première ministre, d'ailleurs, on ne savait, enfin moi je n'étais pas au courant qu'elle était assassinée, je l'ai appris beaucoup plus tard, mais au même moment, nous avons 15 casques bleus qui sont pris en tenaille à la résidence, qui doivent déposer les armes et qui sont emmenés par un officier des forces armées rwandaises qui s'était engagé à la déposer à un cantonnement de l'ONU pour autant qu'il dépose les armes. Et puis, on n'a plus de nouvelles de ces 15 casques bleus, on ne sait pas où ils se trouvent. Les massacres des opposants Hutus dans les premières heures, puis des milliers de Tutsis, commencent aussitôt et simultanément dans une grande partie du Rwanda, à l'exception notoire de la région de Butare, dans le sud. Le 7 avril 1994, plusieurs dirigeants de partis d'opposition et plusieurs responsables gouvernementaux, dont la première ministre Agathe Uwilingiyimana, sont assassinés par la garde présidentielle. 10 paracommandos belges vont également être abattus. Colonel Luc Marshall, commandant du secteur Kigali de la Minuar. Le major Ntuyaga, c'est celui qui a proposé d'aller les conduire à un cantonnement de la Minuar, en contrepartie de déposer leurs armes. Et donc ils ont, ça s'est fait comme cela, ils ont déposé leurs armes et il les a chargées dans son pick-up VW et il les a amenés au camp Kigali. Personnellement, je crois qu'il a cru bien faire, parce que je vous parlais de l'observateur de l'ONU qui se trouvait en permanence au camp Kigali. Mais c'était la première personne qu'il rencontrait quand il rentrait dans le camp, puisque son bureau était à l'entrée à droite. Donc, ça me semble logique que dans son idée, il allait remettre les 15 casques bleus au capitaine Apedo, c'était le nom de l'observateur. C'est à ce moment-là que les paracommandos belges vont être exécutés. Un sous-officier des forces armées rwandaises qui a crié, au moment où il débarquait du minibus, « Voilà ceux qui sont responsables de la mort du président ». Et c'est ça qui a déclenché la folie des militaires qui se trouvaient rassemblés. Ils se sont précipités sur les 15 casques bleus et ils ont commencé à les lyncher. Et là, après coup, on n'a plus eu aucune information, malgré les témoignages des 5 Ghanéens qui, eux, en étaient ressortis. Et dont 2 étaient blessés également, à cause suite au début du lynchage. 10 para-belges du 2e bataillon commando, intégrés dans les casques bleus de la force d'interposition de l'ONU, sont assassinés. Et tout se passe comme si vous aviez perdu le contrôle, mon colonel. Là, il y a un problème, c'est la circulation de l'information. Je précise que le général Dallaire est passé vers 11h du matin devant le camp Kigali où se trouvaient les 10 casques bleus belges. Et il a témoigné qu'il a vu 2-3 corps qui étaient au sol, qui ne bougeaient plus. Il passe devant le camp Kigali pour aller à une réunion à l'école supérieure militaire. Mais il fait que passer, mais il dit, je l'ai vu, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Puis un peu plus loin, il rencontre l'observateur de l'ONU qui travaillait au camp Kigali, qui était présent, puisqu'il y avait une présence 24 heures sur 24 dans les camps militaires. Il tombe sur cet observateur de l'ONU, et les 5 casques bleus ghanéens qui leur racontent leur aventure. Ils racontent qu'ils ont été lynchés, que les casques bleus se sont réfugiés dans le local de l'officier, de l'observateur de la Minuar. Donc il a tous les éléments en main, et il ne m'a pas prévenu, il n'a prévenu personne. Alors comment vous l'expliquez? Parce que vous comprendrez que c'est l'une des parties les plus étonnantes depuis la soirée jusqu'à 2 jours après. Qu'est-ce qui fait que cette chaîne de commandement soit comme emballée? Ça vient de quoi? Est-ce qu'il y a une stratégie de dire on laisse faire? Est-ce que ça veut dire que la Minuar n'était pas équipée du tout, que c'était le grand désordre? Non, ça c'est la réalité de ce qui s'est passé. Quelqu'un qui passe devant un camp, qui voit 2 corps couchés par terre, vous savez, et qui est juste en train de passer, et qui continue son chemin, alors que c'est un camp militaire et qu'il est là pour, quelque part, pour, on va dire, assister. Non, moi je vous dirais, c'est une des questions à laquelle j'ai toujours pas de réponse 20 ans après. Je me pose toujours la question, mais pour quelle raison est-ce que lui, qui savait exactement ce qui se passait, ne m'a pas transmis l'information?
Parce que, bon, je veux dire, si moi je ne suis pas au courant, je ne sais pas non plus réagir. Quoi qu'il en soit, cet assassinat des casques bleus entraîne la décision du gouvernement belge de retirer sa participation à l'opération, décision entérinée par l'ONU. La France et la Belgique évacuent leurs ressortissants. Dès le 8 avril 1994, la France par l'opération Amaryllis, puis la Belgique par l'opération Silver Black, et l'Italie évacuent leurs ressortissants et ceux d'autres pays occidentaux. Un convoi de citoyens américains part dans les heures qui suivent l'attentat vers le Burundi où les attendent des forces américaines en stationnement. Colonel Luc Marshall, commandant du secteur Kigali de la Minuar. Et maintenant, la question que je me pose, mais est-ce que finalement tout ça n'était pas voulu de maintenir la Minuar dans cet état de pauvreté pour qu'on ne réussisse pas cette mission de paix, vu les enjeux stratégiques qui existaient dans la région et le rôle que les États-Unis ont joué dans les bouleversements qui sont intervenus dans la région des Grands Lacs. Bon, ça c'est évidemment a posteriori qu'on l'a appris, quoique je me suis déjà rendu compte le 8 et le 9 que les États-Unis jouaient un rôle particulier. C'est-à-dire ? Puisque j'ai été en contact avec l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur Rawson, dont la résidence était à 50 mètres de mon quartier général. Et le 8 au matin, il est venu me trouver pour dire qu'ils allaient évacuer et me demander si je pouvais fournir des escortes pour les accompagner. Et puis, moi j'ai été quand même interpellé que les États-Unis avaient déjà décidé le 8 avril d'évacuer ses ressortissants. Je dis, mais il n'y a vraiment pas de raison d'évacuer. Je ne connais aucun pays qui a pris la décision d'évacuer. La situation actuelle ne l'exige pas. En plus de ça, je dis, si les États-Unis évacuent, mais ça c'est un signal vraiment négatif, non seulement pour l'ensemble des expatriés, mais pour les Rwandais, on abandonne le navire en perdition. Puis il a rassemblé ses expatriés, et le lendemain, à la même heure, donc nous sommes le 9, il me demande les escortes, puisqu'ils sont prêts à partir. Et alors je lui dis, mais où allez-vous? J'imaginais qu'il allait à l'aérodrome, ça me semblait tout à fait logique. Ah, nous allons à Bujumbura. Je dis, vous allez à Bujumbura par la route? Oui. La capitale du Burundi. Voisin. Je dis, mais vous n'arriverez jamais vivant. Et alors il m'a dit, ne vous en faites pas. Au moins d'incidents, à Bujumbura, il y a 250 Rangers, c'est des hélicoptères d'attaque. Je n'ai qu'à faire un signe et ils sont là en 10 minutes. Alors je me suis dit, s'il y a 250 Rangers, des hélicoptères qui sont en mesure d'intervenir le 8, parce que déjà le 8, c'est qu'ils étaient là avant le 6. Et donc, je me suis demandé, mais c'est pas l'effet du hasard s'ils étaient là. C'est qu'ils savaient que quelque chose était en préparation. Et donc, ça a été la source de mon questionnement pendant 20 ans sur le rôle des États-Unis. Et puis bon, pendant cette période, on a découvert petit à petit toute l'importance de ce que ce rôle a été dans les bouleversements qui sont intervenus, puisqu'il existe de très nombreux témoignages sur le rôle direct des Américains. Mais donc, la présence de ce détachement américain à Bujumbura a été confirmée par le directeur de la sûreté du président Ntaryamira, qui, il y a quelques années, a témoigné que les Américains se sont amenés avant le 6 avril sans demander l'autorisation aux autorités burundaises, sans expliquer ce qu'ils faisaient dans le pays, et ils sont restés un peu plus de 2 semaines à Bujumbura, et puis ils sont partis, toujours sans rien dire. Pendant ce temps, de ce côté du Rwanda, la tuerie se poursuit, méthodique, sans pitié, on n'épargne personne. Dans les jours qui suivent, les centres où se réfugient les Tutsis, écoles, églises, sont attaqués et leurs occupants massacrés par les Hutus, appuyés par les FARC, les forces armées rwandaises. Georges d'Allemagne, de Médecins sans frontières. Et cette nuit, à Kigali, des éléments armés en uniforme sont entrés de force dans les résidences de plusieurs organisations humanitaires, rassembler le personnel de maison
et ont abattu ce personnel de maison froidement devant les expatriés, devant notre personnel. Nous savons que ça s'est passé dans au moins 4 maisons et donc nous estimons à au moins une vingtaine le nombre de personnes qui ont été si froidement abattues. Alors qui est responsable de ces assassinats ? Difficile à dire. Nous pensons que c'est probablement des éléments de la garde présidentielle, d'après les informations que nous avons pu obtenir de notre équipe. Comment expliquez-vous qu'ils aient commis ce massacre ? Je pense que ces massacres ont été commis essentiellement parce que, pour des raisons ethniques, le personnel de maison était en partie ou parfois à majorité Tutsi, et donc ces personnes ont été, semble-t-il, abattues uniquement en raison de leur appartenance ethnique. Devant ces tueries, les forces des Nations Unies s'abstiennent d'intervenir, d'apporter leur protection à ces Tutsis qui sont pourchassés et assassinés dans des conditions les plus barbares, à la machette et à toutes les armes blanches. Colonel Luc Marshall, commandant du secteur Kigali de la Minuar. C'est vrai qu'il y avait une certaine responsabilité par rapport à une situation d'urgence, de gens qui sont menacés de mort, mais la structure n'existait pas et nous n'étions pas en mesure d'assurer une réelle protection, malheureusement. Et c'est la raison pour laquelle, et je crois que c'est dans une logique la plus raisonnable, que notre première priorité était de regrouper l'ensemble des moyens pour, à partir de là, créer des zones refuges, mais qui, celles-là, permettraient aux réfugiés de jouir d'une certaine protection. La vacance du pouvoir a permis au colonel Bagosora de devenir l'homme fort du régime après la disparition du président Juvenal Habyarimana et de créer un gouvernement intérimaire. À travers le pays, désormais, on massacre des populations Tutsis et certains Hutus dits modérés. Désiré Genzahayo, l'un des génocidaires, raconte. Après la mort du président Habyarimana, c'était le 6 avril, à partir du 7, 8, 9, les Tutsis ont plié les bagages. Alors ils se sont regroupés dans des paroisses ou à côté des maisons communales ou dans des écoles. Le 9 avril, nous avons été convoqués par le préfet de préfecture, Agi Kongoro, Laurent Bichiwaruta. Alors, on nous a demandé de commencer à tenir des rondes partout et à demander à la population de veiller à ce que les Inyenzi ne puissent pas s'introduire dans nos communes. David, un autre génocidaire. Les autorités de l'époque nous ont poussés à tuer les Tutsis. Ça s'est passé comme ça. En avril, nous étions un groupe de paysans. Un jour, nous nous sommes rendus vers la colline de Zega. La colline de Zega, c'était là que s'était regroupé un grand nombre de Tutsis. Et nous les avons tués. Devant l'ampleur de la tuerie, devant la méthode et la barbarie avec laquelle elle se poursuit, la communauté internationale, informée par une partie des responsables Tutsis sur place, évoque désormais le fait que ce massacre ne peut être spontané. Il a certainement été préparé avec des listes bien précises. Mais par qui? Est-ce que le président Juvenal Habyarimana aurait mis sur pied une telle machine? Sinon, comment expliquer la rapidité avec laquelle s'est déclenché ce génocide? Cette violence est-elle vraiment une réaction à son assassinat? Si oui, qui a abattu son avion puisque ce sont les extrémistes Hutus qui massacrent les populations Tutsis? Comment expliquer que sa famille ne soit toujours pas à l'abri et qu'elle n'ait toujours pas récupéré sa dépouille? Pourquoi le FPR, avec ses 600 soldats stationnés au sein du CND pour la protection de ses futurs ministres de la transition, en plein cœur de Kigali, ne réagit-il pas au massacre des Tutsis? Nous en parlons dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Juvenal Habyarimana, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite. Les archives d'Afrique à la
Foka. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Nous étions organisés en groupe de tueurs dans la région de Kibouye, logés et nourris par les autorités. C'était presque devenu comme une fête pour nous. On recevait des boissons alcoolisées et de la viande. Tuer était devenu une habitude et on ne pensait vraiment pas à ce qu'on faisait. Nous avons tué tellement de gens que je ne pourrais même pas les compter. Seule une machine ou Dieu lui-même pourrait dire le nombre de victimes. Je me souviens précisément avoir tué une vieille femme à Bicécéro avec une massue et puis un enfant et un vieillard avec un gourdin. On nous disait que les Tutsis étaient des êtres différents avec de longues queues et on y croyait vraiment. En ce mois d'avril 1994, le Rwanda a définitivement basculé dans la violence. La tension et les affrontements qui régnaient depuis plusieurs mois, empêchant l'installation du gouvernement de transition à base élargie préconisé par les accords d'Arusha, se sont transformés en tueries de masse après l'attentat qui a coûté la vie au président Juvenal Habyarimana, à son homologue Cyprien Taryamira du Burundi et à quelques-uns de leurs collaborateurs. Désormais, rien n'arrête les tueurs, les extrémistes Hutus qui tuent froidement femmes, enfants, vieillards, militants Tutsis. Pas même la force des Nations Unies, la MINUSMA, qui était censée accompagner les protagonistes dans la mise en place des accords et qui semble totalement dépassée par les événements. 10 d'entre eux, des parabelges, ont même carrément été assassinés. Plus rien donc ne s'oppose sur le moment au groupe qui assassine tout ce qui est Tutsi sur leur chemin. Ce n'est pas le colonel Bagosora qui, profitant de la vacance du pouvoir, a pris les rênes du pays, qui va contrarier ce macabre projet. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Juvenal Habyarimana. Depuis la chute de l'avion du président Juvenal Habyarimana, on tue à grande échelle. Ce qui s'est passé, c'était le 7 avril 1994, lorsque nous avons appris que l'avion du président Habyarimana avait été descendu par un missile. On a commencé à tirer sur les gens de la famille Mounié Nrama et Suké Maïda. Moi, j'ai couru à Bridabati, derrière lui. Nous l'avons tué directement. Le type habitait juste en face de l'église. On a tué juste sur les gens qui se cachaient là, dans l'église, sans pitié ni trêve. Et puis il y a eu beaucoup de morts dans sa personne. Les enfants, les femmes et les filles. Devant l'ampleur de la tuerie, la spontanéité avec laquelle s'est déclenché le mouvement et son ampleur dans le pays, plus de doute pour la communauté internationale. Ce génocide était préparé. Il était forcément programmé par les extrémistes Hutus. Gérald Gaïma, ancien procureur général du Rwanda, il était pressenti pour être ministre de la Justice. Il était membre du FPR et était dans le camp CND à Kigali où étaient rassemblés les cadres de l'APR, la branche politique du mouvement. Extremist Hutu groups they try to convince the world that, you know, les groupes extrémistes Hutus essaient de convaincre le monde que ce génocide n'était pas planifié. L'assassinat des Tutsis est juste la conséquence de la colère populaire due à la mort du président. Ce n'est pas vrai. Comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé comme procureur, donc j'enquêtais sur comment avaient lieu les meurtres dans certains endroits. Je n'ai pas de doute sur mes enquêtes. Je ne crois pas que le génocide, la tentative d'extermination des Tutsis était planifiée avant les événements passés, mais qu'ils ont été planifiés après, par la suite. Je parle d'investigations, de documents auxquels j'avais accès. Je n'ai pas de doute sur l'organisation systématique du génocide, au moins au niveau des préfectures jusqu'au niveau des villages. Ce qui reste est cette question. Qui contrôle, qui est en haut de la chaîne de commandement? C'est la question qui reste en suspens sur le génocide rwandais. Donc c'était définitivement organisé. Mais les gens qui l'ont organisé, cela reste un mystère. Christophe Vizi, ancien directeur de l'Office rwandais de l'information, qui a démissionné en 92 par une lettre ouverte au président Habyarimana. Quand on me dit que c'est spontané, que la population était effrayée ou furieuse de la chute de l'avion du président, les massacres contre les Tutsis qui ont précédé cet événement, on me les explique comment. Je vous ai parlé des massacres de Kibirira, mais il y a eu des massacres dans l'est du pays, il y a eu dans le Bugesera, il y a eu des massacres dans Kibouye, c'est à l'ouest, loin des champs de bataille. Comment peut-on m'expliquer? L'avion n'était pas encore tombé. Par ailleurs,
lorsque le génocide éclate, il n'a pas duré 2 jours, il a duré 3 mois. Et on veut me convaincre que pendant 3 mois, un gouvernement, fût-il provisoire, étant là, les gens massacrent tous les jours des milliers de personnes sans la moindre planification. Désormais pour tous, le président Juvenal Abiyarimana, dont le corps n'a pas encore été inhumé, est celui qui a organisé ces génocides, celui qui l'a programmé. Séraphin Baragengana, le frère du président Juvenal Abiyarimana. Quand il a pris le pouvoir en 1973, c'est parce qu'il y avait justement un certain climat anti-Tutsi, par exemple, un climat régionaliste. Il a pris le pouvoir pour établir la paix et l'unité nationale. Et ça a été son leitmotiv depuis qu'il a pris le pouvoir. Depuis que je le connais, puis je suis rentré en 1977, son objectif c'était maintenir l'unité nationale. Pour moi, c'est impossible qu'il préparait un génocide. Christophe Vizidouin de la faculté de journalisme et de communication, ancien ambassadeur du Rwanda, ancien directeur de l'Office rwandais de l'information qui a démissionné en 92. 2 choses, monsieur. La première, je ne peux pas affirmer que le président Habyarimana ait préparé personnellement le génocide. Je ne peux pas l'affirmer. Je ne peux pas le nier, mais je ne peux pas l'affirmer. Je n'ai pas de preuves pour ça. Deuxième chose, que le génocide ait été préparé, c'est toujours évidemment un débat. Mais personnellement, je suis convaincu, et j'ai eu quelques indices, qu'à un moment donné, le génocide a été préparé. Je vous donne juste un exemple. Quand j'ai terminé ma lettre de démission, je suis allé voir 2 personnes, 2 personnalités. L'une était très proche du président Habyarimana. Vous me permettrez de ne pas citer les noms ici. L'autre était un ministre, un grand ministre. C'était juste pour prévenir, pour savoir si je courais un très grand risque. La première personne m'a déconseillé de démissionner, en me laissant entendre que ça pourrait être extrêmement dangereux pour moi. Et c'était vraiment une personne très proche du président Habyarimana. La deuxième personnalité, le ministre, c'était un grand ministre, il m'a dit, cher Christophe, ne fais pas ça maintenant parce que, et c'est là que j'attire votre attention, parce que nous allons maintenant dans une réunion où les gens ont bien dit que le FPR, quand il arrivera à Kigali, s'il arrive à Kigali, ne trouvera aucun Tutsi. Nous sommes en 92 là, quand j'ai rencontré ces personnalités. Charles Jeanneret, ancien conseiller à la présidence. C'est absolument absurde d'imaginer que le président ait planifié en fait, un génocide. C'est absolument impensable. Le monsieur que vous avez connu ne pouvait pas le faire. Non. Un jour, il m'a dit, écoutez, j'espère que rien m'arrive, parce que si quelque chose m'arrive, là, il n'y a plus personne qui puisse garder la... Ils ont tous s'entretués. Jean-Luc Habyarimana, le fils du président. C'est vraiment illogique. Je ne vois pas pourquoi, après s'être battu justement pour qu'il y ait la paix, parce que je pense qu'il avait vraiment tous les moyens à l'époque où il était président, il aurait pu, si c'était vraiment un monstre comme il est décrit par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, il aurait pu très bien organiser une façon d'exterminer le peuple au moment où il était au pouvoir, au moment où il avait justement cette largesse de pouvoir le faire, mais c'était quelqu'un qui aimait énormément son peuple, qui avait des valeurs chrétiennes ancrées, qui travaillait vraiment, qui se donnait à fond pour la paix, pour le développement du pays. Et donc tout ce qu'on vit, tout ce qu'on entend dans la presse, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à supporter, surtout quand on entend aussi que notre maman est également attaquée. On met sur elle également l'organisation non seulement du génocide, mais parfois aussi on l'entend de l'attentat aussi. C'est quelque chose vraiment d'assez inhumain et je vous cache pas qu'il y a des moments on se demande quand est-ce que ça va finir, mais bon, on sait très bien que la vérité finira par éclater. Agathe Habyarimana, l'épouse du président. Vous savez, ce sont des personnes qui veulent camoufler les péchés parce qu'ils savent que c'est eux qui ont abattu l'avion. Ils savent que le jour viendra où la vérité va éclater. Ils savent que je vis encore. Ils doivent me diaboliser pour que le monde croit que je suis je ne sais quoi, mais ce que j'ai vécu, les enfants le savent, ce que nous avons vécu, le monde le savent, mais eux, ils se donnent le plaisir et la méchanceté
de me diaboliser, et moi je n'ai fait que prier pour eux. Gérald Gaïma, ancien procureur général du Rwanda, ancien membre du FPR, pressenti pour être ministre de la Justice à ce moment-là. Tout d'abord, au sujet de cette préparation, je ne crois pas personnellement que le génocide était planifié avant l'assassinat du président Habyarimana. Il y avait de la violence, je crois, planifiée, mais par différents groupes, par des groupes pro-gouvernement et je pense par le FPR. La violence, les gens l'envisageaient comme un moyen d'atteindre le pouvoir. Je crois que le gouvernement, vous savez, celui qui a mis en place les milices pour soutenir et continuer la lutte pour garder le pouvoir, je pense que ça, c'était la réalité. Mais je pense que la décision d'essayer de tuer complètement, d'exterminer les Tutsis, je pense qu'elle a été prise après l'assassinat du président Habyarimana. Et c'est pourquoi le président Kagame, qui a pris la décision de tuer le président Habyarimana, a une responsabilité sur le génocide. Parce qu'il aurait dû, tout le monde aurait dû voir, aurait pu voir, devait voir que si vous faites quelque chose comme ça, il y aura des conséquences sur la communauté Tutsi. Donc je crois qu'il y avait de leur part une planification de la violence déclenchée par l'attentat sur l'avion du président, mais qu'il n'irait pas jusqu'au génocide. Je crois que cette décision d'aller vers une campagne d'extermination de la communauté Tutsi a été prise après que le président Kagame ait décidé de tuer le président Habyarimana. Donc je n'excuse pas le génocide. Je crois que les gens qui ont organisé et effectué ce génocide ont de lourdes responsabilités pour ces crimes et devraient rendre des comptes. Certains ont rendu des comptes, mais d'un autre côté, le président Kagame a de grandes responsabilités dans la promotion du génocide. Nous allons parler un peu plus tard de cette accusation, mais également de cette polémique sur l'auteur de l'attentat qui, dans cette période, ne fait pas de doute. Ce sont les extrémistes Hutus qui ont abattu l'avion du président. Pour tous, c'est cela la vérité. C'est toute la presse ou presque qui en est convaincue. Enor Rouigira, ancien ministre à la présidence. Je ne vois pas comment un extrémiste avait planifié ça. Il aurait vite clamé le pouvoir. Il n'aurait pas appelé Dallaire et les autres pour les consulter, savoir ce qu'il faut faire et toutes les discussions qu'il y a eu. Il semble, je n'étais pas présent, mais c'était dans un cafouillage total. Très rapidement, des voix dissonantes vont s'élever sur cette question de l'auteur de l'attentat qui a véritablement mis le feu aux poudres, même si manifestement se préparait déjà un génocide. Qui a tiré sur cet avion ? Mais cette question, dans le climat des génocides de l'époque, n'a pas vraiment d'importance. En Europe, on s'imagine des combats au canon, on s'imagine des combats au fusil. Ici, il faut oublier ça. C'est un combat en silence, c'est un combat à la machette, mais les dégâts sont incroyables. C'est-à-dire, on coupe, on découpe, on mutile les gens et les cadavres jonchent les sols. Vous pouvez en voir qui ont encore des soubresauts de vie dans la rue parce qu'ils ne sont pas complètement achevés, mais c'est une boucherie, c'est simplement un abattoir. 21 avril 1994. Alors que les tueries gagnent le pays, le Conseil de sécurité des Nations Unies prend la décision de réduire la MINUAR à un strict minimum. Cette force de maintien de la paix passe de 2500 hommes à 250 et a pour but de servir d'intermédiaire entre les deux parties. Ses possibilités de secours humanitaire ou de protection des populations sont presque nulles. La communauté internationale est manifestement dépassée. Il faut dire que dès la chute de l'avion, les forces des FPR massées le long de la frontière ougandaise ont aussitôt fait mouvement vers l'intérieur du territoire et se battent désormais rapidement pour chasser les génocidaires. Mais jusque-là, pas de protection directe pour les populations Tutsis. Mais le motif donné par le FPR le 7 l'après-midi pour la reprise des hostilités à Kigali, c'était de mettre un terme au massacre des Tutsis. Ça, c'était leur justification pour reprendre les hostilités dans la capitale. Et le général Dallaire leur a bien dit, attention, là vous allez porter une lourde responsabilité, parce que si vous reprenez les hostilités, c'est vous qui serez responsable de la reprise de la guerre. La négociation n'était même pas terminée, que le bataillon FPR est sorti de ses positions, a attaqué le camp de gendarmerie de Katchirou, le camp de la guerre présidentielle. Eh bien, pendant tout le temps où je suis encore resté au Rwanda, à aucun moment le FPR n'a pris des mesures pour protéger les Tutsis. Ça, c'est une chose. Toutes les propositions de cesser le feu, qu'elles aient été émises par la MINUAR ou par la partie gouvernementale, ont fait l'objet d'une fin de non-recevoir ou restèrent sans réponse. Le 12 avril,
10 officiers des forces armées, des officiers supérieurs, ont envoyé un manifeste, donc une demande directe au FPR pour demander un cessez-le-feu immédiat et d'unir leurs forces pour mettre un terme au massacre. Le FPR n'a même pas répondu à cette demande de cessez-le-feu et de coopération pour arrêter les massacres. Quand les étrangers, enfin les contingents nationaux sont venus évacuer leurs expatriés, les Français, les Belges, les Italiens, il y avait là plus de 2000 troupes d'élite. Le FPR a menacé. J'ai négocié l'arrivée du contingent belge avec les autorités du FPR. Ils ont menacé d'abattre le premier C-130 belge s'il tentait d'atterrir. Si vraiment leur motivation était d'arrêter les massacres des Tutsis, mais ils auraient demandé, mais de grâce, s'il vous plaît, restez sur place. Aidez-nous à arrêter ces massacres. Ah non, ils ne voulaient pas des étrangers. Donc, vous voyez, le climat où on met en évidence le sort des Tutsis, mais les Tutsis de l'intérieur, on ne s'en préoccupait pas. Maître Lev Forster, l'avocat du FPR de l'État rwandais, répondra à toutes ces réflexions, à toutes ces affirmations dans la suite de cette série d'archives d'Afrique. Il donnera également le point de vue des autorités rwandaises dans cette affaire. Un point de vue évidemment bien différent, comme nous allons le voir. Je ne suis pas l'avocat du FPR, je suis l'avocat des personnes incriminées. Mais j'assume le fait, dans la mesure où ces personnes sont des dirigeants ou étaient des dirigeants du FPR, que c'est globalisé. Donc, peu importe. Comment mettre fin à cette escalade meurtrière alors que les forces étrangères plient bagages, se sauvent en laissant derrière elles des victimes, des femmes et des enfants qui sollicitent leur secours jusque devant leur grille? Comment expliquer cette attitude du FPR qui refuse toute aide, toute intervention pour mettre fin à ce génocide en cours des populations Tutsis? Qui a tiré sur l'avion du président Habyarimana? Pourquoi la famille du président assassiné tarde-t-elle à être mise en sécurité? On en parle la semaine prochaine dans la dernière partie de cette série d'archives d'Afrique avec plusieurs acteurs de cette tragédie, l'une des plus meurtrières du XXe siècle. Des témoins et acteurs qui ont décidé de parler, de laisser leur témoignage pour l'histoire. Mais tout de suite... Archives d'Afrique. Le jeu. Voici venu le moment que vous attendez tous, celui qui vous permet de gagner chaque semaine des coffrets Archives d'Afrique, les leaders africains du XXe siècle. Il suffisait la semaine dernière de répondre à la question suivante. À quelle date a été abattu l'avion du président Juvenal Habyarimana? Les 5 premières bonnes réponses sur notre page Facebook et sur notre répondeur téléphonique sont Noël Baovenisson Yabré de Ouagadougou au Burkina Faso, Aristide Maxinet Lantékombe de Libreville au Gabon, Maurice Ayeda de Maradi au Niger, Abdoulaye Noma Anza de Bondoukou en Côte d'Ivoire, Valérie Ekouma de Yaoundé au Cameroun, Yaovi Ketika de Lomé au Togo, Dimitri Bakiono d'Abidjan en Côte d'Ivoire, Lionel Cameroun de Québec au Canada, Emmanuel Tabagiana de Yaoundé au Cameroun, Eli Kokou Abwete de Palimé au Togo. Voilà pour les gagnants de la semaine qui recevront à leur adresse postale leur coffret Archives d'Afrique, les leaders africains du XXe siècle, volume 2. Cette semaine, c'est peut-être à votre tour de gagner ce coffret, les leaders africains du XXe siècle, avec une dédicace personnalisée en répondant à la question suivante. Quel autre chef d'État se trouvait dans l'avion du président Juvenal Habyarimana lorsqu'il a été abattu ce 6 avril 1994? À vos ordinateurs et à vos téléphones. Les 5 premières bonnes réponses sur notre page Facebook et les 5 premières bonnes réponses sur notre répondeur téléphonique au 00 33 1 84 22 93 32 recevront à leur adresse postale le coffret Archives d'Afrique, les leaders africains du XXe siècle. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous d'abord demain pour le débat africain, puis la semaine prochaine pour la suite et la fin de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Juvenal Habyarimana. À très vite. Ce magazine vous a été proposé par le groupe NSIA Assurance et Banque, présent dans 12 pays d'Afrique subsaharienne.